Bonsoir. Bon, qu'est-ce que c'est de ça? Bon, ça c'est de la semoule, hein, un pudding semoule, bon, qui est très agréable à manger, c'est très bon. Hein, c'est de la marque Joaval, hein, voilà. Et en fait, je mets ça pourquoi? Parce qu'en fait, ces couleurs-ci, le bleu, le jaune et le vert qui tourne au jaune, en fait, ce sont des couleurs qui sont facilement, je veux dire, repérables dans pas mal de produits. Ce sont des couleurs qu'on peut retrouver facilement. Le bleu, c'est une des couleurs les plus agréables. Voilà. Ils ont été incorporés de l'orange. Voilà. Bon, en fait, ici, moi, ce que je vais voir le pendule. Le pendule simple. Mais encore par une autre méthode. Par une autre méthode, je vais montrer comment on va voir. On l'a déjà vu avec plusieurs méthodes. Il y a encore moyen de le voir encore avec d'autres méthodes. Bon, je vais utiliser celle-ci pour voir les équations du pendule simple, les équations différentielles pour trouver le mouvement harmonique sinusoïdal du pendule simple. Bon, ici, donc le pendule simple, sachez qu'il existe aussi le pendule de torsion, avec toujours des rotations, puisque le pendule simple c'est aussi un mouvement de rotation, mais pas complètement circulaire. On a affaire à une rotation partielle en fait, par rapport à un centre ici. Voilà. Ça c'est le pendule de torsion et ça c'est le pendule simple ou pesant. Pendule pesant parce que pourquoi pesant? Parce qu'on met un poids ici, on attache une masse à un fil par rapport à un support, un fil. Bien sûr, ici, il y a un support. Le fil tient un support ici. Et ici, bon, on a la masse qui est sous-tendue par le fil. Donc ici, on a une certaine tension. Voilà. Donc ça, c'est le module. C'est le pendule de torsion. Et ça, c'est le pendule pesant, le pendule simple. Voilà. Et tous les deux sont soumis à rotation. Bon, donc ici, les équations, on va d'abord voir l'existence du pendule simple. Quels sont les éléments, je veux dire, en notre possession? On va décortiquer donc ces éléments en possession. Bon, tout d'abord, on part d'un fil qui était originalement à une, je veux dire, une position bien précise. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux choses. On va faire deux actions. Voilà. La première action, c'est d'écarter. La deuxième, c'est de lâcher. Lâcher. J'ai bien dit lâcher. Donc, écarter d'un angle θ. Voilà. Soit en degrés ou en radians. Bon, peu importe. Alors, et arrivé à un certain angle bien maximal, qu'est-ce qu'on fait? On va lâcher. On va lâcher, donc on va voir le pendule qui va arriver à une certaine position redescente. Et s'il n'y a pas de frottement dans l'air, en fait, on va avoir un mouvement dit harmonique. Voilà. Donc ici, on attache quoi? Donc on met un fil. Ici, on met un... Comment est-ce qu'on appelle ça? On attache le fil ici du pendule à, je veux dire, une base précise. On l'attache. Bon, le fil n'a pas de poids. On considère le poids du fil négligeable par rapport au poids de la masse ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On met un poids ici, enfin une masse. Et comme il est dans un, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc un lieu où la gravitation agit. Donc la masse est animée. Donc d'un poids P est égal à mg. On a une autre force qui est la tension ici de du poids sur le fil. En fait, on a la réaction du poids sur le fil qui est la tension du fil. Voilà. Bien sûr, on le lâche. Le lâcher se fait avec une vitesse initiale nulle. Voilà. Et l'écarter se fait avec un angle θ en degrés ou en radians. Et le lâcher se fait avec une vitesse initiale nulle. Donc en fait, elle subit juste la gravitation. Mais elle ne tombe pas vers le bas puisqu'il est attaché. Donc en fait, voilà.
s'il n'était pas attaché, bien sûr, si le fil est coupé, on a bien sûr la chute libre. Voilà. Enfin, la chute libre, ouais, voilà. Donc on voit les paramètres qu'on a. On a ici, par rapport à une position initiale, le fil qui est écarté d'un angle θ, on a la masse qui est à un point en fait, le poids du cours dans un univers animé d'une gravitation. On a P est égal à mg, on a la tension qui est la loi de la réaction, action-réaction de la masse sur le fil, hein, suivant la direction du fil, on a une loi de Newton, action égale réaction. Voilà. Bien sûr, qu'est-ce qu'on aura aussi? On aura, je n'ai plus de rouge, à moins que celui-ci. On aura bien sûr une accélération, puisque en fait, la masse va être animée d'une accélération, puisque c'est mobile. Bon, si on n'a pas d'accélération, on a un équilibre, un système d'équilibre, somme des forces égale à 0. Bon, somme des forces extérieures égale à 0 si on est en équilibre. C'est-à-dire en statique. Voilà. Mais si on n'est pas en statique, justement, ce qui se passe, c'est que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération qui est ici. Bon. Donc c'était encore la loi de Newton. On a action égale réaction aussi avec la loi de Newton ici, avec la tension qui est la réaction de la masse, enfin du poids sur le fil, du poids du corps sur le fil. On a une réaction et donc on a la loi de Newton ici et on a une seconde fois la loi de Newton ici. Donc comme je dis ici, on est en statique si on a un équilibre parfait, mais ici on n'a pas un équilibre parfait parce qu'il y a un mouvement. Et donc, animé d'une accélération, on a somme des forces égale et moi, on a non pas la loi de la statique, mais la loi de la dynamique. Voilà, ici on voit tout apparaître tout lent, la tension, la force de tension sur le fil, le poids du corps, l'accélération, mais bien sûr vous aurez compris que comme on est en dynamique, il y a la notion du temps qui intervient fatalement parce que comme il y a un θ variable en fonction du temps, ben on aura une certaine vitesse fonction du temps et donc une accélération fonction du temps. Voilà, donc en fait on a tous les paramètres fonction du temps. Donc voilà, tous les paramètres en jeu sont ici. Donc la description est là, on a le corps, le fil, la suspension du fil dire un socle, on a une position de départ et on écarte le fil pour avoir la plus grande position, enfin une position adaptée. Theta, généralement θ est petit, hein. On a un petit angle. Θ est petit. D'ailleurs, on fait des approximations à la fin pour dire que, enfin, à la fin, on fait une approximation. Θ, on le prend généralement petit. Et j'oublie encore une chose, c'est la longueur du fil, L. Voilà. Bon, ici, on va étudier donc le pendule pesant à l'aide donc de θ, de l'angle θ, de, on va dire de l'espace angulaire θ. Alors pour ça, je peux mettre soit un axe I, J ici, mais le système étant ici, voilà le système, on va plus placer un axe à ce niveau-là. Mais pas n'importe quel axe, un axe radial, avec une base radiale, et une base qui est perpendiculaire à la radiale, c'est l'orthoradial. Voilà. Pourquoi orthoradial? Parce que c'est perpendiculaire à la radiale. Radial, pourquoi? Parce que c'est suivant le rayon. Le rayon est ici. Bon, il faut bien vous dire que ça va bouger ici, hein, tout va bouger. Puisqu'on va le laisser tomber, on va le lâcher, il va bouger. Donc le repère radial orthoradial, il va être fixe par rapport au fil.
Mais les forces en présence, c'est-à-dire T et P, il n'y a que deux forces en présence, T et P, voilà, voilà la force P, l'axe radial, la tension, voilà, pour être plus précis, bon, ça ce sont les flèches des vecteurs, voilà ma base radiale, orthoradiale, là, le fil, la tension ici, le fil est représenté par la direction ici, complète, par la droite, passant par la base radiale et la tension. Ça, c'est le vecteur poids qui est dirigé vers le centre. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura, je veux dire, par rapport au fil, ça va bouger comme ceci. Hein. Voilà, si je prends le vecteur de base, le fil va bouger comme ceci. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Rien d'autre. Voilà. Par contre, le poids, il va bouger comme ceci. Donc le poids va faire comme ceci. Il va toujours rester en direction vers le bas, mais il va bouger comme ceci, le poids. Voilà. Bon, ben on va mettre toutes ces équations. Le somme des forces extérieures égale MA dans un système d'axes, donc radial et orthoradial, pour étudier le pendule. Bon, somme des forces extérieures égale MA, il n'y a que deux forces possibles. Il doit se casser, P plus T égale MA. Alors, au niveau radial, qu'est-ce que ça donne? La composante radiale et orthoradiale, qu'est-ce que ça donne? Mais si je dessine les forces en présence, voilà P, voilà UR, et voilà U orthoradial. Et la tension ici. Voilà, T. Voilà. Donc, ici on a l'angle, on a défini l'angle comme étant, je veux dire, la position par rapport au centre du fil. Donc θ va varier en fonction. On a dit qu'il va varier ce θ. Hein. Il va bouger. Hein. Donc ici, là, on a la direction qui est... c'est une direction qui est perpendiculaire au sol. Si le pendule est placé comme ceci, on a une direction par rapport au sol. Si on a un pendule comme ceci, ben, en dessous, ici on a le sol. Et ça, c'est la perpendiculaire au sol. Voilà. Donc lui, le poids, il est parallèle à ceci. Donc, fatalement, s'il est parallèle, ici on a deux parallèles. Une parallèle ici, une parallèle là. Si j'ai θ ici, fatalement, ça, ce sont des angles correspondants. J'ai θ ici. Voilà. Bon, et la projection, qu'est-ce qu'elle va donner la projection sur UR de P? Si on a θ ici, là j'ai l'angle, sa projection elle sera comme ceci. Je vais appeler ça P UR. Voilà. Donc, ça c'est le côté adjacent. PUR sur l'hypoténuse. P est égal à cosinus θ. Donc PUR vaudra quoi? P cosinus θ. Voilà la définition du poids projeté sur l'axe de la base radiale UR. Donc c'est P cosinus θ. Voilà. Bon, le T sur UR, on voit bien qu'il est opposé, juste opposé. Donc on aura moins T est égal à la masse fois l'accélération radiale en composante AR. Voilà. Bon, maintenant sur l'orthoradial. Bon, si ici on a θ, ici on a 90 degrés, donc ici on a fatalement
pi demi moins θ. Voilà, pi demi moins θ. Donc, si je fais une projection du poids sur l'axe orthoradial, j'aurai ceci. Voilà, et ça c'est P orthoradial. Voilà, et si je refais la même chose, P orthoradial, on a l'angle ici, l'angle droit est là. On voit bien le triangle rectangle ici. Voilà. P orthoradial sur l'hypoténuse qui est P, c'est égal au cosinus de côté adjacent sur l'hypoténuse pi demi moins θ. Mais comme ce sont deux angles, comme pi demi moins θ est un angle complémentaire, c'est un angle complémentaire pi moins, par rapport à θ, donc POR vaudra quoi? P sinus θ. Mais en plus de ça, il est négatif parce qu'il est dirigé dans ce sens-là. Le P donne une composante négative par rapport à la base orthoradiale. Donc il donne une composante négative. Donc j'aurai moins P sinus θ. Et la tension, si on la projette directement sur l'orthoradial, ben, elle est nulle parce qu'elle est perpendiculaire. Voilà, plus 0, on va mettre plus 0, est égal à la masse fois l'accélération orthoradiale. Voilà. Maintenant, le plus dur, c'est ceci, c'est de trouver l'accélération radiale orthoradiale. Bon, pour ça, il faut partir d'un nouveau dessin. Ici, je considère là le mobile M, et donc, enfin le mobile, quand je dis mobile, c'est la masse ou le corps, hein, le corps M. Bien sûr, on a θ, et on peut dire que le vecteur OM est égal à L fois UR. Voilà. Un vecteur, la norme de ON, c'est la longueur L, qui va rester toujours constante, hein, parce que bon, les fils ne bougent pas de longueur. C'est L, constant, bien sûr, fois le vecteur de base UR. Voilà, et ça, c'est le vecteur OM, qui est le vecteur, je veux dire, le rayon vecteur, c'est le rayon vecteur. OM est le rayon vecteur. Voilà, on va partir du rayon vecteur pour trouver l'accélération. Bon, donc on va noter ceci. On va essayer de retrouver l'accélération radiale et orthoradiale. Donc, OM, il vaut quoi? L, UR. Voilà. Alors, la dérivée, si je veux chercher la vitesse, si je veux chercher l'accélération, il faut la vitesse, mais je connais l'espace. Je connais le rayon vecteur, donc je peux trouver la vitesse. La vitesse, c'est dérivée de OM par rapport au temps. Bon, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de LUR. Voilà. Ce qui fait, L est une constante, L DUR sur dt plus UR dl sur dt. Bon, comme on a dit, L est une constante, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, ce terme-ci s'annule et il ne reste plus que la vitesse est égale à quoi? L DUR sur dt. Bien sûr, UR est le vecteur de base, radial, hein, UR. Voilà. Ouais, mais il faut savoir que DUR dt, en fait, c'est égal à, par rapport, quand on a la dérivée de UR par rapport à dt, voilà, la dérivée de UR par rapport à dt, en fait, c'est tout simplement par rapport à l'orthoradial, θ point, fois le vecteur de base de l'orthoradial. Voilà, ça faut le savoir, je le démontrerai une fois. Pourquoi la dérivée de UR par rapport au temps vaudra θ point, θ point fois le vecteur de base orthoradial. En d'autres termes, c'est L fois θ point. Θ point, la dérivée, θ point, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Voilà. Θ point
U orthoradial, voilà. Donc on a bien le vecteur vitesse n'est que dépendant de la composante orthoradiale, c'est L fois θ point. Donc il y a une composante de vitesse, si vous voulez, en d'autres termes, il n'y a qu'une seule composante de vitesse, elle est, elle est dans elle est orthoradiale en fait. Elle est orthoradiale. La composante de vitesse est orthoradiale. Voilà. C'est normal parce que la vitesse, elle va aller comme ceci, puis comme ceci, donc elle sera toujours orthoradiale et jamais, on va dire, radiale. Jamais, jamais. Jamais par rapport au rayon, mais toujours par rapport à la tangente du rayon. La vitesse sera toujours par rapport à la tangente du rayon. La tangente, oui, la tangente du cercle au rayon. Tangente du cercle au rayon. Voilà. Donc on aura une vitesse, si vous voulez, une vitesse V comme ceci. Puis de l'autre côté, elle va revenir comme ceci. Voilà, on n'a qu'une composante, je vais dire vitesse. Bon, maintenant, je vais faire une nouvelle page. Donc, on sait bien que L, la vitesse, on vient de le voir, c'est L θ point U0. Voilà, il n'y a qu'une composante, je veux dire orthoradiale qui vaut. L θ point, bien sûr, c'est L dθ sur dt, vous l'aurez compris. Hein. L étant constant. Voilà. Et on peut même dire que L dθ, si je fais des. Ça ne m'intéresse pas ici dans ce cas-ci, L fois θ. Θ étant ici, si je fais fois la longueur L, qui est constante, bon, on a alpha, c'est-à-dire l'arc d alpha sur dt. Voilà. Dérivé de l'arc par rapport au temps, ben, ça donne la vitesse. Bien sûr, j'ai oublié ici chaque fois U0, hein, puisque ce sont des vecteurs. C'est le vecteur vitesse en fait. Voilà. Donc, voilà. Bon, moi j'ai pas besoin de tout ça. Ça c'était juste pour information. Il me faut l'accélération, parce qu'à partir du vecteur accélération, je vais retirer la composante radiale, orthoradiale. Donc, L, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ce qui fait qu'on a la dérivée par rapport au temps de L θ point U0, voilà, ce qui fait le L étant constant, L, il peut ressortir du signe dérivé, d sur dt de θ point U0, en fait c'est la fonction f fois g. F fois g, ce qui fait f'g plus fg', donc ce qui fait θ point dérivé de par rapport à dt de θ point fois U0, voilà, puis θ point fois la dérivée par rapport à U0 sur dt. Voilà. Si je distribue, c'est L U0 dθ point sur dt plus θ point du0 L sur dt. Voilà, j'ai distribué juste le L aux deux membres. Voilà. Et ça, c'est la composante d'accélération. Bon, là, on sait bien qu'on l'a dit encore une fois tout à l'heure. Je peux réduire, oui, dérivé de θ point par rapport au temps, c'est une accélération. Hein. Donc ça va donner A est égal à L θ point point. Voilà. Ceci c'est θ point point. Parce que je dérive θ point. Déjà, θ point est une dérivée par rapport au temps. Donc θ point point. La dérivée de point, mais ça fait point point. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai θ point. Là, on a U0, vecteur voilà, plus. Alors, du, donc j'ai la composante ici orthoradiale, mais celui-ci je peux l'exprimer par rapport à la radiale, puisqu'on sait bien que la dérivée de l'orthoradiale par rapport au temps, ben, ça fait moins, si je répète hein, l'écriture là, moins, ça fera moins L θ point. Ouais, parce que UR, moins L θ point UR. Voilà que vaut ceci. Voilà. Du sur dt vaut moins
θ.UR, moins θ.UR. Ça a démontré, ça, je le montrerai, je veux dire, une autre fois. Voilà. Donc, je vais réécrire l'accélération au-dessus. Le vecteur accélération. Contrairement à la vitesse qui avait qu'une composante suivant l'orthoradial pour la vitesse, pour l'accélération, bien sûr, on aura une composante radiale et orthoradiale. Bon, pour la radiale, vous voyez que c'est UR, donc ce sera moins L θ point fois θ point, ce qui fait θ point carré UR plus L θ point U0. Voilà, ça c'est la radiale. Donc on a bien un vecteur fois une composante, ça fait bien un vecteur. Ici on a un vecteur. Et là, un vecteur fois une composante, ça fait bien un vecteur. Un vecteur plus un vecteur, ça fait bien un vecteur. Donc on a bien, je vais dire, on est bien dans, comment est-ce qu'on appelle ça, on a bien des notions vectorielles. Bon, donc ici, si on veut l'accélération, ceci c'est l'accélération radiale, hein, et ça c'est l'accélération orthoradiale. Voilà. Donc, la radiale, en fait, c'est tout simplement la composante normale, alors que l'orthoradiale, c'est la composante tangentielle. Voilà, c'est juste ça. Donc, l'accélération, dans le mouvement du pendule, elle a une accélération tangentielle et une tangentielle, c'est celle-ci, et la normale, c'est celle-ci. Donc, la radiale, c'est la normale, accélération normale, et la. Voilà. 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 Alors, pourquoi la radiale est négative? Parce qu'elle se fait vers le centre. C'est une accélération qui se fait vers le centrifuge. Je crois que c'est le centrifuge, parce que pas se tromper entre la centrifuge et la centripète. Voilà, c'est l'action-réaction. Voilà, celle qui est dirigée vers le centre, je crois que c'est la centrifuge. Donc l'accélération normale, c'est l'accélération, on va dire centrifuge. C'est pour ça qu'elle est négative, elle est dans le sens contraire de UR, alors que l'accélération tangentielle est dans le sens de U orthoradial. Donc la tangentielle, elle est dans ce sens-là, parce que le mouvement se fait par là. Le mouvement se fait par là, et l'accélération se fait, voilà. Voilà. Non, ici je l'ai lâché, donc l'accélération, oui, elle se fait par là, elle se fait par là. Je l'ai lâché, mais l'accélération se fait dans l'autre sens. Voilà. Tangentiellement ici, positif, dans le même sens que l'orthoradial, donc c'est bien la tangentielle. Et la normale, elle n'est pas dans ce sens-là, dans le sens de UR, mais dans le sens opposé à UR. Voilà. Bon, comme j'ai dit, θ point point, on a bien dit que c'était, comment on appelle ça, la longueur fois l'accélération normale, c'est dérivé deux fois θ par rapport au temps. Fois L, on a l'accélération, on va dire, orthoradiale ou tangentielle. Et l'accélération normale, ben, c'est moins L fois la dérivée de θ sur dt au carré. Voilà. Voilà. Bon, eh ben on va mettre les composants. On va remettre les composantes radiales et orthoradiales dans leur équation respective. Alors, MA. A radial. La A radial, c'est moins L θ point carré. Moins L moins L θ point carré. Voilà. Et l'accélération orthoradiale, L θ point point. L θ point point. Voilà. Il suffit juste de faire ça. Voilà, maintenant, bon, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est pas la première équation, mais la deuxième. Hein, ml θ point point plus
P sinus θ égale 0. Je ramène tout dans le membre de gauche. Dans le membre de gauche, ouais. Voilà. Si je divise, bon, ça fait ml θ point point plus m fois g, puisque le poids c'est m fois g. Sinus θ égale 0. Si je divise tout par m, les deux membres, il reste L θ point point plus G sinus θ égale 0. Voilà. Donc vous voyez que l'équation de dynamique nous permet de trouver, je veux dire, hein, le mouvement harmonique, l'équation du mouvement, l'équation différentielle du mouvement harmonique. Voilà. Donc je vais réécrire L θ point point plus G sinus θ égale 0. Voilà. Si je divise tout par L, dans le membre de gauche et de droite, j'ai G sur L sinus θ égale 0. Et alors bon, pour des faibles mouvements, on peut faire une approximation où sinus θ vaut environ θ, en première approximation comme on dit. Et ça simplifie l'équation différentielle pour avoir θ point plus G sur L fois θ. Et on voit bien l'équation différentielle où on a bien, bien sûr c'est une équation différentielle angulaire, avec l'angle θ en radian ou en degrés. Hein. On sait bien que oméga carré égale G sur L. Donc oméga égale racine carrée de G sur L. 2π fois la fréquence ou 2π sur la période vaut racine carrée de G sur L. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que t sur 2π égale racine carrée de L sur G. Donc t est égal à 2π racine de LG. Donc voilà la période du pendule. Vous avez déjà trouvé. Ça c'est la période du pendule. T est égal à 2π racine de LG. Donc θ point, en fait c'est comme si on avait oméga carré θ égale 0. Voilà. Donc θ point point plus oméga carré qui vaut racine carrée de, on l'a dit, L sur G, θ, G sur L, pardon, oméga carré c'est G sur L, hein. θ égale 0, voilà. Ça c'est par rapport à une équation différentielle, hein, par rapport à l'angle θ, c'est-à-dire par rapport à un repère polaire. Et pour ça on a dû faire l'étude des accélérations et via l'intermédiaire de l'équation, enfin du système, la décomposition de la loi de la dynamique, somme des forces extérieures est égale à ma dans un repère planaire qui est lui galiléen. On avait choisi une composante radiale et orthoradiale, donc fatalement un élément angulaire qui tourne en... Bon, maintenant, si je fais θ, on sait bien que on a θ, là on a L, et là on a un arc. De là on a un arc que je peux appeler alpha, mais je peux l'appeler x. Bon, tout à l'heure je l'ai appelé alpha. X est égal à quoi? θL. Voilà. Donc, si je dérive dx par rapport à dt, c'est qui fait L dθ sur les... L étant constant, hein, dθ sur dt. Voilà. Et si je dérive une seconde fois, c'est qui fait L dθ carré sur dt carré. Voilà. Donc, et ça c'est, on va dire, L θ point, L θ point, et ça c'est x point. Voilà. Et là, on a x point point qui est égal à L θ point point. Voilà. Donc, je veux dire par là que si je divise tout par L comme on l'a fait tout à l'heure, ben aussi on aura x point point plus une constante k fois x égale 0.
Et là, vous voyez qu'on retrouve l'analogie. L'analogie, si on travaille soit avec θ, soit on travaille avec x. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une proportionnalité par rapport à la longueur L. C'est la même équation à L près, à L près, à un coefficient L près qui est L étant la longueur de la. Voilà. Mais en fait, c'est deux mêmes équations qui vont donner comme réponse, je veux dire, à l'équation différentielle que voici, soit une sinusoïde ou une cosinusoïde, et en fait, c'est bien donc la réponse du mouvement harmonique, c'est-à-dire que bon, on va avoir un mouvement qui sera toujours bien entretenu, voilà. Comment l'entretenir? Bien sûr, il y a des pertes d'énergie, on l'entretient via un système extérieur. S'il est sans frottement, bon, il est quasi parfait, mais ça m'étonnerait. Enfin, parfait. Ce qui est parfait n'existe pas. Il y a toujours des pertes d'énergie, et donc fatalement, il faut lui, lui faire apporter de l'énergie pour qu'il continue, je veux dire, un cycle. Bon, c'est le cas dans les oscillateurs, j'en ai déjà parlé. De toute façon, je reparlerai à ce cas des oscillateurs électroniques. Comment établir je veux dire, un signal quasi parfait, sinusoïdal, harmonique, je veux dire, dans le temps, à l'aide d'oscillateurs électroniques. Bon, ça, j'expliquerai ça. Bon, mais ici, c'est le pendule. Bon, le pendule, si on ne recharge pas, et ça arrête de tourner. Hein. Ouais, parce que les forces de frottement, il y a toujours des forces de frottement. Voilà. Donc, ça, c'est pour le pendule vu sous une autre je vais pas dire un autre angle, parce qu'après, on va croire que, bon, je parle d'angle ici, ça n'a rien à voir. Sous une autre mouture. Sous une autre mouture. Voilà. Une autre mouture, ça veut dire une autre manière différente. Bon, peut-être 4C4, je le ferai via les énergies. On verra bien. Voilà, je vous remercie.